Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes enfin arrivés au terme, ou presque, d'une très longue attente depuis 2018. Dès ce dimanche et la semaine prochaine, les séances des secrets de Dumbledore vont se succéder à très grande vitesse et nous allons pouvoir découvrir une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois même, si on le souhaite, les secrets de Dumbledore. Troisième volet d'une saga créée par J.K. Rowling il y a maintenant plus de 6 ans, les secrets de Dumbledore nous promettent pour le moins bon nombre de révélations et d'informations absolument incroyables, y compris sur des personnages d'ailleurs que nous connaissions plutôt relativement bien dans la saga Harry Potter, comme cela pouvait être le cas pour Albus Dumbledore. On sait que les deux sagas sont étroitement liées, car elles explorent deux périodes concomitantes, presque en tout cas, de l'histoire du monde des sorciers. Cette dynamique, si particulière, entraîne nécessairement pour le coup une quantité de questions presque sans fin sur les 3 prochains volets que nous allons avoir la chance de découvrir dans les prochaines semaines et les prochaines années. Une question, d'ailleurs, mérite d'être traitée. Il est vrai que nous n'avions pas encore eu l'occasion, effectivement, de nous interroger plus que ça sur la question, qui demeure pour le coup relativement intéressante et importante, des reliques de la mort et de la place que ces dernières peuvent avoir dans la saga, même si pour le coup, on imagine qu'elle sera relativement moindre du fait de problématiques temporelles qui ne rendent pas tout à fait évident la quête de ces mêmes reliques. Cependant, une première relique a bien évidemment fait son apparition dans les crimes de Grindelwald, le second volet des Animaux Fantastiques, puisque Gellert Grindelwald lui-même possède bien évidemment dès cette époque déjà la baguette de Suro qu'il a dérobée au célèbre fabricant de baguettes Gregorovitch. Pour commencer, il est quand même important de retourner aux événements survenus à Godric Hollow quand Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald n'étaient encore que des jeunes hommes, car elle est en quelque sorte fondatrice finalement de cette quête même des reliques de la mort. Les sources de documentation en la matière sont relativement peu nombreuses. En résumé, elles s'en tiennent principalement aux déclarations d'Albus Dumbledore lorsque ce dernier retrouve Harry Potter dans le 7e tome au sein de cette sorte entre guillemets de purgatoire un peu étrange caractérisé par la guerre de King's Cross. Dans ce moment, qui fait suite au passage dans la forêt interdite lors de la trêve de la bataille de Poudlard, Harry Potter va interroger Albus Dumbledore sur les reliques de la mort. C'est ainsi qu'il va livrer sa version. Alors, on dit bien sa version dans la mesure où elle peut être incomplète ou manquer peut-être un petit peu d'objectivité, même si pour le coup on aurait quand même plutôt tendance à croire effectivement ce que dit l'ancien directeur de Poudlard. Contrairement à ce qu'affirme la biographie rédigée par Rita Skeeter, Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, le rapprochement entre Dumbledore et Grindelwald ne s'est absolument pas fait sur les théories politiques du jeune Grindelwald, bien au contraire. Les deux jeunes hommes se sont surtout retrouvés sur cette question aux accents presque mythologiques des reliques de la mort. Ces dernières sont d'ailleurs la raison principale de la présence de Grindelwald à Godric Hollow. Il faut se souvenir en effet que ce jeune sorcier, lorsqu'il était déjà élève à Durmstrang, avait pour coutume de tracer comme signe distinctif un peu partout où il passait le symbole bien connu des reliques de la mort. Il s'agissait même d'un signe de ralliement pour ses compagnons de route dans cet institut d'éducation à la réputation déjà à l'époque bien sombre et quelque peu sulfureuse. Sa présence à Godric Hollow n'est donc absolument pas liée à la présence de sa chère tante Mathilda Tournesac, même si le hasard évidemment fait bien les choses. Grindelwald est venu dans ce village composé d'une assez large communauté magique pour observer et faire des recherches autour de l'histoire d'un personnage bien connu de l'histoire du monde magique et qui a habité évidemment à Godric Hollow. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Ignatius Peverell, le 3e frère du comte si célèbre que l'on retrouve dans les contes de Biddle le Barbe. En effet, on sait que la symbolique des reliques de la mort se retrouve sur la sépulture de ce personnage historique, ce qui constitue évidemment une bonne base pour commencer, entre guillemets, des recherches. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre à Godric Hollow d'un Albus Dumbledore déjà très fragilisé par la récente mort de sa mère et empêtré dans ses ambitions remises au placard pour s'occuper de son frère et surtout de sa plus jeune sœur. On le sait, la rencontre entre Dumbledore et Grindelwald va faire des étincelles dans la mesure où ils sont tous les deux jeunes, brillants, impétueux, aventuriers et surtout incompris du reste du monde magique qui ne leur arrive évidemment nécessairement pas à la cheville par rapport aux talents et aux aptitudes prodigieuses qu'ils possèdent tous les deux. Ce sont des esprits clairement supérieurs, capables de se projeter dans des plans complexes, dans des idées complexes, et on ignore à ce stade si Albus Dumbledore s'intéresse avant sa rencontre avec Grindelwald aux reliques de la mort. Seule certitude, c'est qu'il savait évidemment de quoi il s'agissait, mais éprouver en tout cas d'intérêt particulier à ce sujet-là, rien ne semble aujourd'hui pouvoir véritablement l'attester, et on a nécessairement, on vous l'avoue, un certain nombre de doutes. Le fait est que tous les deux vont se trouver là une passion commune. Ils veulent posséder ces reliques de la mort et se les partager, devenir tous les deux les maîtres de la mort. Cet objectif doit d'ailleurs leur permettre de mener à bien une autre de leurs idées, dont la paternité est là pour le coup clairement attribuable à Gellert Grindelwald. C'est évidemment la mise à mal du code international du secret magique en prenant le contrôle à la fois du monde des sorciers et du monde des moldus. La grande idée de Grindelwald, l'idée que Dumbledore va épouser pendant quelques semaines, est que les sorciers doivent exercer une forme de domination sur un monde des moldus qui ne sait préserver finalement aucunement les éléments essentiels à une civilisation, notamment par exemple la question de la paix qui est centrale à cette période-là de l'histoire. Grindelwald surfe
ostensiblement sur le fait que les sorciers seraient supérieurs grâce à leur capacité magique par rapport à des moldus par nature totalement dénués de magie. Cette théorie n'est pas véritablement une nouveauté ni une invention de Grindelwald, c'est une thèse qui date de plusieurs siècles déjà, et même de la création d'ailleurs du Code international du secret magique. Seulement, Grindelwald lui veut diffuser cette idée à très grande échelle et profiter de la situation d'un monde des moldus à la dérive pour convaincre la communauté du monde des sorciers que c'est évidemment le moment tant attendu. C'est dans le cadre de cet objectif que la quête des reliques de la mort trouve en réalité sa véritable justification et où apparaît en réalité une toute première distinction, un premier désaccord finalement entre Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore. La dimension qui est celle des reliques de la mort n'est pas tout à fait la même pour les deux comparses. Elle se base certes sur une véritable mythologie, mais leur possession ne revêt absolument pas le même aspect. Du côté d'Albus Dumbledore, on sait que la relique de la mort qui l'intéresse le plus est la pierre évidemment de résurrection, une pierre qui lui permettrait de ramener à la vie ses parents et donc d'échapper finalement aux responsabilités écrasantes qui lui incombent. Grindelwald, quant à lui, s'intéresse aussi beaucoup à cette pierre de résurrection, mais non pas pour ressusciter quelques proches dont nous ne savons d'ailleurs absolument rien dans l'histoire, mais pour créer en réalité une armée d'Inferi destinée à le servir dans la guerre contre les Moldus. Cette affirmation vient d'Albus Dumbledore. Alors, elle est probablement tout à fait réelle, mais demeure quand même, franchement, on va vous le dire, pour le moins un peu étonnante, ou si ce n'est étonnante en tout cas, assez révélatrice. Car en effet, si l'on ne connaît pas exactement le processus de création d'un Inferi, nul besoin d'une pierre de résurrection pour y parvenir. On sait que la plupart des mages noirs ont créé des Inferi suite à des assassinats pratiqués sur des Moldus. On imagine, sans en avoir la preuve d'ailleurs, que la majorité des Inferi présents dans la caverne dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé sont l'œuvre de Voldemort lui-même durant sa longue ascension vers le pouvoir. Créer un Inferi est donc clairement un acte de magie noire, mais on peut imaginer que Grindelwald imagine assez clairement que la pierre de résurrection pourrait être un moyen peut-être, disons-le, industriel, de créer des Inferi à la chaîne sans avoir à se salir les mains et assassiner finalement des gens lui-même. C'est plutôt pratique au final et ça correspond assez bien à la psychologie du personnage qu'on voit pour l'instant en tout cas dans le premier film avoir quelques remords à tuer lui-même. Enfin quelques remords ou tout le moins il n'a pas envie de se salir les mains lui-même. La question de la baguette de Suro est plus compliquée dans la mesure où contrairement à la pierre de résurrection, cette dernière a laissé une trace pour le moins sanglante dans l'histoire du monde magique. Il n'y a donc finalement qu'à remonter la piste. Pour Grindelwald comme Dumbledore, la baguette de Suro est probablement l'une des reliques les plus importantes dans la mesure où cette dernière leur permettrait nécessairement de prendre le pouvoir grâce à une puissance qui serait soi-disant implacable. Si Albus Dumbledore renoncera assez rapidement à la retrouver, Grindelwald continuera à la chercher et la trouvera d'ailleurs peu de temps après les événements de Godric's Hollow. On sait qu'il dérobera à Gregorovitch cette baguette de Suro et Albus lui héritera de cette baguette après le duel qui surviendra en 1945 où il battra définitivement Grindelwald dans un duel perçu, on vous le rappelle, comme étant le plus impressionnant de toute l'histoire du monde des sorciers. Concernant la cape d'invisibilité, aucun des deux protagonistes ne semble s'y intéresser véritablement dans la mesure où tous les deux étaient déjà suffisamment doués pour pratiquer des sortilèges leur permettant de se rendre invisibles totalement. Ils n'éprouvent donc pas un intérêt formidablement élevé pour cette relique qui, à leurs yeux, n'a de l'importance finalement que par le fait qu'elle vient compléter en quelque sorte les deux autres. Ce qu'il y a d'assez étonnant et presque, disons-le quand même, d'hilarant, c'est que Grindelwald et Dumbledore réitèrent l'erreur commise par les deux premiers frères Peverell en ayant finalement des rêves de grandeur au lieu de faire un peu acte de pénitence, ce qui fut le cas d'Ignatius Peverell, le troisième frère. Preuve, s'il en était besoin, que l'impétence habituelle de la jeunesse et de la manière dont ils ont ignoré une des informations les plus importantes contenues au sein du récit des contes de Biddle le Barbe est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a là franchement une sorte de paradoxe à réitérer les mêmes erreurs, surtout pour deux esprits qui sont aussi brillants et intelligents. Cette erreur illustre donc bien la fougue et donc quelque part un peu l'immaturité qui était celle à cette époque-là d'Albus Dumbledore et de Gellert Grindelwald. En somme, la quête des reliques de la mort, si elle est au cœur des préoccupations de l'époque pour Albus et Gellert, s'avère quand même être un peu dans l'impensé, franchement pas très abouti dans l'idée. Maintenant, on sait que la route de nos deux protagonistes va se séparer pour prendre des chemins bien différents pendant des années avant qu'on ne les retrouve dans les événements de la nouvelle saga des Animaux Fantastiques. Durant cette période, on l'a déjà dit, Grindelwald va se procurer la baguette de Suro, donc la première relique de la mort à refaire surface. Dumbledore, lui, est passé à autre chose. Il aspire désormais à une vie peut-être un peu moins prestigieuse que celle imaginée durant ces 2 mois et doit faire face à sa responsabilité dans la mort de sa sœur Ariana avec toutes les complexités évidemment qui vont derrière. Mais du coup, Grindelwald peut-il se procurer les 2 autres reliques de la mort? Pourrions-nous voir apparaître un nouveau maître de la mort avant même Harry Potter? C'est une vraie question et la réponse, vous le verrez, n'est pas si simple. Elle est même, disons-le, presque courue d'avance. Car posséder les reliques de la mort dans cette saga des Animaux Fantastiques obligerait en réalité à de profonds bouleversements de l'histoire du monde magique. Il ne s'agirait pas de modifier un petit point anecdotique, comme ça peut être le cas par exemple avec la présence de Minerva McGonagall, mais cela concernerait directement 3 des principaux personnages de la saga Harry Potter, c'est-à-dire Harry Potter lui-même, Tom Jedusor et enfin
enfin l'histoire même d'Albus Dumbledore. Autant dire qu'on n'aurait franchement pas fini d'en entendre parler, car en réalité, il existe évidemment un gros problème temporel et qui semble franchement insurmontable pour espérer, en admettant que ce soit souhaitable, de voir apparaître les reliques de la mort dans les mains par exemple de Grindelwald. Commençons par la pierre de résurrection, qui demeure donc l'un des centres d'intérêt les plus importants pour Grindelwald. Compte tenu de ce qu'il souhaite pouvoir en faire, si nous faisons un bref retour en arrière temporel pour partir à la recherche de la pierre de résurrection, on sait que cette dernière se trouve être en la possession évidemment de la famille Gaunt, dernière branche existante à descendre directement de Salazar Serpentard lui-même et donc du second frère Peverell. Si on admet que la temporalité du film Les Secrets de Dumbledore se situe bien en 1931, ce qui semble être l'hypothèse la plus sérieuse à ce stade, on peut aisément affirmer que Tom Jedusor est déjà né et qu'à cette époque, Marvolo Gaunt, le père de Merope Gaunt, donc la mère de Tom Jedusor, et donc grand-père paternel de Tom Jedusor lui-même, purge encore sa peine de 7 ans d'emprisonnement à Azkaban, dont il devrait sortir, a priori, aux alentours de l'année 1933 ou 1934 environ. On sait que cette bague suit a priori Marvolo Gaunt à Azkaban, puisqu'il ne s'en sépare jamais. À sa mort, il la remettra à Morphine, son fils, qui vit avec lui dans l'atroce ruine de Little Angleton. Tom Jedusor prendra possession ensuite de la bague des Gaunt peu de temps avant ou tout juste après la bataille opposant Dumbledore à Grindelwald, c'est-à-dire en 1945. Cette relique de la mort a donc une histoire pour le moins sacrément connue et qui ne laisse aucune place entre guillemets à une récupération quelconque par Gellert Grindelwald. Historiquement parlant, ce serait absolument improbable. Après, tout demeure possible évidemment, mais ce serait franchement sacrément capillotracté. La question de cette relique de la mort semble donc pour le coup totalement réglée et Grindelwald ne devrait en toute logique pas y avoir accès. Cela l'empêchant de facto d'être maître de la mort, vous l'aurez bien compris. Mais nous allons quand même pousser le raisonnement un petit peu plus loin avec la cape d'invisibilité. À l'instar de la bague des Gaunt, la relique a suivi un parcours tout aussi calme, se transmettant de génération en génération au premier-né de la branche héritière d'Ignatius Peverell. Parfois, la cape changeait de famille, à la faveur par exemple de la naissance d'une fille en primogéniture, ce qui explique qu'elle se retrouve dans la famille Potter au bout d'un certain temps. Au cours des siècles, il n'est aucunement fait mention d'une quelconque modification particulière de la transmission de la cape, ou d'une perte encore, ou encore même d'un vol. Donc ça règle quand même là aussi un peu la question. À cette époque, en toute logique, la cape d'invisibilité a déjà été transmise de Harry Potter vers Fleetmond Potter. Fleetmond Potter, rappelons-le, qui est le père de James Potter. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement, dans la mesure où cela aurait été remarqué d'une part dans l'histoire de cette relique, et surtout, Dumbledore s'en serait aperçu, ce qui n'était apparemment pas le cas du tout, puisqu'il apprendra l'existence de cette cape qu'à la toute fin de la première guerre des sorciers, quand James Potter dévoilera son existence. Malheureusement, cette révélation intriguera tellement Albus Dumbledore qu'il l'empruntera pour l'étudier, et malheureusement, cet emprunt se fera très peu de temps avant que James Potter ne soit assassiné avec femme et enfant. Vous connaissez ensuite la suite de l'histoire, évidemment, et donc cette réalité finalement de l'emprunt de la cape d'invisibilité est quand même bien cruelle. L'histoire donc de la cape d'invisibilité est elle aussi bien connue et largement documentée, notamment dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il n'existe pour le coup sur cette relique quasiment aucune possibilité de l'avoir tombée aux mains de Gellert Grindelwald sans bouleverser finalement pour le coup tout un pan de l'histoire du monde magique. Les conséquences en cascade viendraient profondément modifier certains éléments extrêmement importants de l'intrigue, même de Harry Potter, et cela est franchement pour le coup quand même très peu probable qu'on tombe évidemment dans cette problématique. La quête des reliques de la mort aura rendu plus de gens fous que réjouit véritablement les cœurs, il va sans dire. Beaucoup de sorciers se sont cassés les dents sur cette question des reliques de la mort, presque sacrées finalement, ces reliques presque sacrées du monde des sorciers, si on ose utiliser cette expression peut-être un brin excessive. Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald ont d'ailleurs perdu de nombreuses choses en se consacrant à cette quête. Peut-être plus Dumbledore d'ailleurs que Grindelwald, dans la mesure où ce dernier a tellement perdu pied avec la réalité qu'il a fini par détruire ce qui aurait dû lui importer le plus au monde et qu'il n'a finalement pas su regarder et préservé en étant aveuglé, peut-être par amour mais aussi par un attrait du pouvoir qui était probablement bien plus que mal placé. En l'occurrence, on sait que Grindelwald lui ne s'arrêtera pas si facilement pour arriver au terme de ses sinistres ambitions qui l'ont peut-être poussé bien plus loin qu'on ne puisse l'imaginer et bien plus loin qu'il n'aurait pu espérer imaginer avec les reliques de la mort par exemple en sa possession. Preuve s'il en était besoin que les reliques de la mort ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga du pouvoir dans le monde magique. Il y a une dimension clairement assez étrange autour des reliques de la mort, comme s'il y avait une logique finalement de fascination pour qu'au final elles ne soient en réalité pas si puissantes que cela et que leur intérêt demeure finalement relativement moindre, tout du moins c'est un peu comme ça que nous l'analysons. Il y a clairement une dimension fantasmagorique autour des reliques de la mort, un fantasme de toute puissance, de pouvoir incontrôlé et incontrôlable, mais au final ce pouvoir si puissant existe-t-il et en réalité finalement assez peu démontrable. Bref, là n'est pas le sujet évidemment de notre vidéo, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist sur les théories, mais vous l'aurez compris que
effectivement on place beaucoup d'espoir dans ces reliques de la mort, mais qu'au final on sait quand même assez peu de choses. Vous l'aurez compris, pour le coup il nous semble pour le coup très peu probable, voire même absolument impossible de voir apparaître les reliques de la mort dans la saga des Animaux Fantastiques, et à tout le moins cela ne nous semble franchement absolument pas souhaitable, car cette nouvelle saga semble avoir de très nombreuses choses à nous raconter, et nous considérons qu'il y a quand même franchement des thématiques beaucoup plus nombreuses et intéressantes à explorer que la simple question des reliques de la mort, que nous connaissons franchement vraiment par cœur, et on connaît finalement assez bien cette histoire. En réalité ce serait même un biais créatif de revenir sur une intrigue autour des reliques de la mort, une sorte de défaut d'imagination à laquelle on ne peut absolument pas se résoudre. Alors oui, le symbole des reliques de la mort risque de demeurer très présent dans cette saga. Après tout, c'est le symbole de Grindelwald, c'est un signe de ralliement, mais ça devrait quand même franchement en rester là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez des théories éventuellement sur une éventuelle apparition des reliques de la mort, ou alors dites-nous si vous êtes d'accord avec notre avis sur la question. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, puisque vous le savez, donc dès dimanche soir, vous aurez notre première critique absolument 100% sans aucun spoiler sur les secrets de Dumbledore. On espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Vous verrez qu'on essaiera de vous faire partager un peu de cette ambiance extraordinaire que l'on va découvrir dans les secrets de Dumbledore. On va essayer en tout cas d'être le plus professionnel possible là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes nos vidéos pour bien vous préparer donc à rejoindre cette immense aventure que va être la publication du 3e volet de cette saga des Animaux Fantastiques. On se retrouve donc dès samedi pour une nouvelle vidéo qui traitera peut-être d'autres choses que des secrets de Dumbledore. On va encore y réfléchir un petit peu, on n'est pas tout à fait arrêté. Et d'ici là, évidemment, pour tous ceux qui ont eu la chance, notamment pour nos auditeurs en Belgique, on espère que vous avez pu vraiment profiter des avant-premières. Mais n'oubliez pas, il faut toujours savoir garder le secret. Donc aucun spoil dans les commentaires, sinon nous serons évidemment amenés à les supprimer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt.